Donc, je suis Amandine Deminter, je suis étudiante en master communication des organisations, parcours communication publique et politique à l'ISIC, donc Université de Bordeaux 3. Et donc je vais vous parler aujourd'hui, comme l'a dit Franck Cormeret, de l'imaginaire des villes à travers les exemples de Nantes et de Bordeaux qui ont été mon terrain d'étude. Donc je vais vous préciser le contexte. Bon, ça n'est pas très fluide, mais... Donc la raison de ma présence ici, c'est donc le fait que j'ai réalisé un stage dans lequel j'ai entrepris une étude comparative entre l'imaginaire, ou plutôt les imaginaires, de la ville de Nantes et de Bordeaux. Cette étude s'inscrit dans un projet de recherche, le projet Valeurs, qui est celui qui vous accueille aujourd'hui pour ce séminaire. Donc le projet Valeurs et utilité de la culture. Donc c'est un projet pluridisciplinaire qui rassemble des chercheurs en économie, en gestion, en géographie, aménagement, urbanisme, architecture, infocom, art plastique, informatique, et qui s'intéresse à la valeur des activités culturelles pour un territoire. Donc plus précisément, ma collaboration s'est intégrée dans l'axe 4 de ce projet, qui s'intitule « Spécificité d'un territoire et formes de développement culturel, fabrique d'un imaginaire urbain ». Donc ce stage a été réalisé sous la direction de Jacques Gilbert de l'Université de Nantes et de Franck Cormeret de l'Université de Bordeaux 3. Les trois enjeux qui définissent cet axe 4 sont, comme Franck Cormeret en a déjà parlé dans son introduction, je les rappelle brièvement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc valoriser une création alliant art et territoire, art et architecture et art et imaginaire. Valoriser une géopolitique territoriale, poétique du lieu alternative au lieu commun, donc de l'homo touristicus, et constitutive de modèles urbains innovants. Et valoriser les datas culturelles et celles du patrimoine immatériel en construction. Donc l'objectif central de cet axe de recherche pluridisciplinaire était donc de savoir comment se forme une ville, un territoire, au sens de la formation d'un imaginaire. Cette approche permettra de mieux comprendre les dynamiques urbaines. Donc, en effet, à l'heure où les villes françaises et européennes semblent s'uniformiser de plus en plus, les chercheurs de l'axe 4 du projet Valeurs se posent la question du devenir de la ville spécifique, qui se différencie de la ville générique. Dans le processus de métropolisation, les villes moyennes, capitales régionales, qui se veulent métropoles européennes, tentent d'affirmer leur singularité. Nantes et Bordeaux en sont apparus comme deux villes dotées d'un socle historique empreint de similitudes, portées par un désir d'avenir commun, mais pour autant habitées par des imaginaires différents. L'étude que j'ai menée sur le positionnement et les manifestations de l'imaginaire de Nantes et de Bordeaux tente de mettre en lumière ce qui distingue et ce qui rapproche ces sœurs atlantiques, comme on peut les appeler, en inventoriant les différentes sources d'imaginaire. Alors, avant d'entamer le travail, je devais quand même définir ce qu'était l'imaginaire, un terme assez flou, qu'on peut facilement entendre comme ce qui constitue l'imagination d'une personne, mais plus difficilement comme quelque chose d'impalpable dont la ville et l'urbain sont imprégnés. En tout cas, quand on est à mon niveau d'études en infocom, non en philosophie, ça a été une question importante pour moi avant de commencer. Donc, je me suis basée sur les définitions de Gilbert Durand, de Pierre Musso et de Thierry Pacaud. Pour Gilbert Durand, j'ai mis une petite citation. L'imaginaire est le substrat de la vie mentale. C'est principalement ce que j'ai retenu de sa définition. J'ai compris aussi l'importance du symbole, de la notion de symbole. Parce que les cités sont pleines d'images, pleines d'histoires, de lieux symboliques qui influent donc sur le caractère même de la ville. Voilà, chez Pierre Musso, là c'est une espèce de conversation, de dialogue qu'il a eu avec Pascal Dalloz, directeur de l'innovation chez Dassault Systèmes, qu'il a rencontré dans l'élaboration, enfin dans la mise en place de sa chaire d'enseignement et de recherche intitulée Modélisation des imaginaires, innovation et création. Donc cette rencontre a été à la genèse de la création de cette chaire d'imaginaire. Et donc de sa vision à lui, je retiens évidemment l'idée de modélisation des imaginaires, surtout dans une démarche prospective. Fabriquer le futur, ça n'est pas une mince affaire. D'ailleurs, Fabriquer le futur, c'est le titre du livre qu'il a écrit avec d'autres auteurs sur la création de cette chaire d'enseignement. Donc ce n'est pas une mince affaire et ça implique forcément la modélisation des imaginaires. Selon lui, l'association d'art et technique à travers les industries créatives, le numérique, crée de nouveaux mondes possibles et libère une multitude d'imaginaires.
Donc de la vision de Thierry Pacaud maintenant. Elle est un peu longue celle-là, mais... Alors, bon, ce qui est important, c'est surtout le passage sur la ville. La ville, ses rues, ses immeubles, ses couleurs, ses ambiances, ses populations ne cessent de nourrir l'imaginaire des créateurs, poètes, peintres, romanciers, photographes, cinéastes et affichistes, et aussi des citadins qui n'ont aucune prétention artistique. Donc de lui, j'ai retenu cette notion d'interaction. L'imaginaire émane de la ville et influe sur les hommes qui l'habitent, mais il naît aussi et surtout des des initiatives humaines sur ce territoire. J'ai ressenti aussi l'idée de fiction, parce que là je ne l'ai pas mis sur cette citation, mais il parlait aussi de l'imaginaire qui compenserait les manques d'une ville, par exemple les dysfonctionnements internes au territoire, la laideur des architectures, la banalité de l'urbanisme, la pauvreté des paysages. Donc l'imaginaire compenserait ces manques en coloriant le gris et en fictionnant l'ordinaire. Donc ça met en récit en fait la ville, et ça rejoint l'idée des scènes de la ville. Donc une fois ce terme central de l'imaginaire défini, je pouvais me lancer dans l'observation du terrain. Alors, quels sont les temps forts pour la construction de nouvelles scènes de la ville? C'est ce qu'on m'a demandé de rechercher. Il y a plusieurs marqueurs qui sont dégagés. Donc la géographie et ces marqueurs, j'ai un peu divisé ma réflexion en deux parties. Plus largement encore, je vais me perdre un peu, mais en fait dans mon travail, j'ai travaillé vraiment sur l'imaginaire à la fois passé, qui apporte les bases patrimoniales et un imaginaire très fort sur la mémoire, mais aussi sur l'imaginaire futur, les prospectives, et c'est sur ça que je concentre mon intervention aujourd'hui, donc je ne vous parlerai pas de tout ce qui est passé. Donc après, à l'intérieur même de l'imaginaire des prospectives, j'ai divisé en deux catégories, l'imaginaire matériel et l'imaginaire immatériel. Donc on a plusieurs marqueurs, la géographie et la mobilité pour ce qui est plutôt matériel, et puis ensuite la politique, la culture, les NTIC, le sport pour ce qui est immatériel. Voilà. Donc mon travail s'est intéressé à la construction de l'imaginaire des villes de Bordeaux et de Nantes à travers la mémoire de la ville, son passé fondateur, mais également à travers ses prospectives, les projets d'avenir, ce que j'appelle l'imaginaire souhaité. En effet, si la ville cristallise une histoire écrite dans le passé, elle se construit également un avenir. C'est particulièrement le cas aujourd'hui, alors que les capitales régionales françaises, dont Bordeaux et Nantes font partie, nourrissent des ambitions de métropole européenne. Ce sont les politiques, les associatifs, les entrepreneurs, les artistes et les citoyens engagés qui, à travers leurs décisions, leurs projets, leurs créations et leurs rêves, font évoluer leur ville vers un futur de possible. Notons que chaque ville élabore un projet et construit le modèle urbain qui lui est propre. Et son identité par là même se définit moins par une emprise patrimoniale figée que par un paradigme spécifique où joue pleinement l'imaginaire. Cela rejoint un peu l'idée de Thierry Pacaud, qui disait sur la capacité de l'imaginaire à mettre en récit la vie. Donc en allant et venant entre Nantes et Bordeaux, je vais essayer d'élaborer pour vous un parcours à travers ces nouvelles scènes urbaines, sources matérielles ou immatérielles de l'imaginaire de demain. Donc voilà mes deux petits nuages entre... j'ai survolé. Voilà, donc les prospectives matérielles, le futur à construire. On va commencer par le marqueur de la géographie. Donc, je me suis d'abord posé la question de quelle échelle était la plus pertinente pour penser le territoire. Donc, on parle de ville, certes, mais quand on parle de Bordeaux, par exemple, est-ce qu'on parle du Bordelais, ce territoire viticole qui a fait et fera la renommée de la ville à l'international? Est-ce qu'on parle de la vieille ville inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO? Est-ce qu'on parle de la communauté urbaine de Bordeaux, c'est-à-dire la métropole de demain? C'est un peu la même remarque qu'on peut faire pour Nantes. Est-ce qu'on parle de ce terroir, pardon, avec la marque qu'ils ont déposé des 3M? Je trouvais intéressant de le relever parce qu'à Bordeaux, nos 3M, c'est Montaigne, Montesquieu et Mauriac. Chez eux c'est Muscadet, Mâche et Muguet. Donc bon, ils ont posé la marque hein, quand même. Hein. Voilà, donc on ne voit plus leur volet maintenant. Alors est-ce que c'est ce terroir agricole? Est-ce que c'est la ville historique et très connue pour son dynamisme culturel? Ou est-ce que c'est, comme Bordeaux, cette communauté urbaine qui est la métropole de demain? Évidemment, dans une perspective métropolitaine, la communauté urbaine apparaît comme l'échelle de vie légitime et la plus pertinente en termes de développement économique, etc. Mais l'imaginaire, jusqu'à présent, est plutôt issu
du terroir, de la ville historique. Donc en fait, il semblerait que les territoires soient interdépendants, ils ne peuvent pas se détacher les uns des autres. Ils ont besoin les uns des autres. Ensuite, je me suis intéressée au fleuve, un point très important et surtout une similitude notable entre Bordeaux et Nantes. Donc on peut voir surtout avec en ce moment les ponts qui poussent de plus en plus à Bordeaux, ce retour au fleuve. Renouer avec un fleuve qui est le témoin d'une histoire lourde n'a pas été une chose facile. La réhabilitation des quais de la Garonne a permis à la ville de se retourner de nouveau vers son fleuve et ainsi vers sa rive droite, longtemps oubliée. Aujourd'hui, la construction de plusieurs ponts sur la Garonne rattache encore plus fortement les deux rives, faisant du cours d'eau non plus une frontière, mais bien une colonne vertébrale au sein de la ville. À Nantes, le choix de réhabiliter le quartier de l'île de Nantes, là on voit cette île au milieu de la Loire. Donc ce choix de réhabiliter ce quartier, une île au milieu du fleuve, c'est un signe fort du retour au fleuve, comme un point central de la ville. Un fleuve qui lui aussi est porteur d'un imaginaire chargé, tout comme à Bordeaux. Donc on verra juste après comment ce quartier a été réhabilité et est si central aujourd'hui à Nantes. Donc prendre ces quartiers dans la ville, c'est quelque chose d'important. C'est trouver quels sont les quartiers de demain, j'ai noté. Donc quels sont ceux qui seront des points de rencontre, de transit, d'échange, de création ou de production. Donc voilà, j'ai commencé par les quartiers créatifs. Avec à Nantes le quartier de la création, donc c'est ce quartier en plein cœur de l'île de Nantes, au centre de la Loire. Il est appelé ainsi. Donc il a pris ses quartiers sur cette fameuse île. L'implantation de ce cluster, comme il l'appelle là-bas, à cet endroit en fait un lieu de réseau intense entre les acteurs culturels nantais. Il y a des institutions culturelles, l'école d'architecture, les associations comme Royal de Luxe dont on a parlé, les machines de Lille. Bientôt, peut-être l'école des beaux-arts va s'y installer, si j'ai bien compris. Donc ça montre bien le désir de mutualiser en cet endroit toutes les institutions créatives et culturelles. Donc ce lieu, il prend alors une dimension encore plus centrale, déjà centrale géographiquement, comme le centre névralgique de la cité, ou la marmite culturelle qui bouillonne et qui éclabousserait peut-être la ville de ses créations. Donc une île pour Nantes et des bassins pour Bordeaux. Bon, pour l'instant, le projet n'est pas encore tout à fait au même stade qu'à Nantes. La culture à Bordeaux n'a pas vraiment de QG comme elle peut en avoir à Nantes, mais le quartier des bassins à flot semble se dessiner comme peut-être le futur berceau de la dynamique culturelle bordelaise. Quelques associations et institutions culturelles s'y trouvent déjà, comme la base sous-marine, l'organisation Bruit du Frigo, Fabrique Paula, les Vivres de l'Art. Et avec les projets de réhabilitation du quartier, on peut penser que des infrastructures adaptées s'y développeraient. Mais pour l'instant, pas d'équivalent à Bordeaux du quartier de la création de Nantes. Donc autre quartier complètement différent, les quartiers d'affaires. On ne peut pas ne pas parler de Bordeaux Euratlantique. Un vaste projet immobilier qui va s'étendre sur Bordeaux et sa voisine Bègles. Derrière la gare Saint-Jean, un endroit stratégique pour un quartier d'affaires, contrairement peut-être au quartier administratif d'aujourd'hui qui est Mériadec, en plein centre-ville, peu accessible. Donc ce quartier proche de la gare sera bientôt à 2 heures de Paris, il faut le rappeler, avec la LGV. Donc la terminologie aussi de ce quartier, Euratlantique, n'est pas choisie au hasard. Ce quartier symboliserait Bordeaux ouvert à l'Europe et sur l'Atlantique, c'est-à-dire à l'international. Oui. Ce quartier va être aussi un quartier culturel. Ah. Parce que si tu veux, devant le fleuve, ils vont construire un immense bâtiment dans lequel il va y avoir le TRAC, l'agence, l'office régional dans les anciens abattoirs. Et ça va être très très beau, hein, ça va donner devant le fleuve. Donc le fleuve là aussi est sollicité. Et dans une espèce de ouverture, et donc voilà. C'est pas pour ça qu'on peut dire que c'est un quartier culturel. Et qui habite tout. C'est des questions pour tout faire. Gardez vos questions. Oui, mais gardez vos questions, gardez vos questions. Donc, mais je note, merci. Alors, bon, on va passer au quartier éco-responsable qui ont été abordés tout à l'heure de manière assez peu élogieuse. Mais il fallait quand même les noter parce que dans la vague de développement durable, l'écoquartier, c'est l'application urbanistique de cette mode. Je pense qu'on peut parler quand même de tendance ici puisqu'on voit ces quartiers pousser absolument partout. Ils traduisent une évolution de cet imaginaire. Les gens ont besoin
d'entendre que les politiques publiques s'intéressent au respect de l'environnement, au développement durable. Donc les villes ne peuvent s'inscrire dans le futur sans s'inscrire dans le respect de l'environnement, sans avoir en tête la maîtrise de l'impact écologique de cette vie concentrée. Surtout en métropole où on a comme projet d'avoir de plus en plus une population qui grandit de plus en plus vite. Donc à Bordeaux, l'exemple de la Casernielle. Donc cette réhabilitation à Bordeaux-Bastide, rive droite, en est un exemple. Un marqueur de plus du développement de cette partie de la ville, la rive droite. Il est assez récent pour Bordeaux, la belle ville de 18e, de préserver et de réhabiliter et de valoriser ses friches, industrielles comme militaires. Ça a été beaucoup le cas à Nantes, qui préserve beaucoup ces friches-là et s'en sert pour instaurer des institutions culturelles, etc. Donc c'est une nouveauté et je pense que de la diversité dans les monuments, enfin dans les architectures à Bordeaux serait intéressante. Alors voilà, ça c'est pas très joli, agrandi, mais c'est un visuel de la Cube qui fait vraiment de l'écoquartier quelque chose de super moderne et rigolo. Comme ils font souvent avec leur visuel. Donc aussi, voilà, Ginko, les berges du lac. Autre lieu et même principe, ici il apparaît intéressant de donner un second souffle à ce quartier de Bordeaux, qui est pris entre cité HLM, centre commercial et le lac de Bordeaux. Un lieu qui pourrait être quand même agréable, hein, puisque près d'un lac. Donc aujourd'hui assez peu valorisé, donc ce projet immobilier pourrait amener de la vie dans cet endroit un peu particulier. À Nantes, aussi des projets d'écoquartier avec le quartier de la Prairie au Duc, sur l'île de Nantes toujours, donc au bout de l'île. Voilà, donc ça remet encore au centre ce quartier-là de Nantes. Bautières-Chênaies, un peu plus extérieur. Sur la carte de Nantes, c'est dans la partie jaune au bout à droite. Voilà. Donc, on a aussi comme dernier marqueur des quartiers, les anciens quartiers requalifiés. Donc là, j'ai attaché un peu d'importance au quartier de Saint-Michel. Le très ancien et très populaire quartier Saint-Michel fait l'objet d'un grand projet de requalification. Comptant de nombreux logements insalubres, c'est vrai qu'une rénovation de fond semblait nécessaire, mais beaucoup de riverains craignent que cette grande métamorphose ne vienne chasser l'âme du quartier. En se répercutant sur le prix de l'immobilier, évidemment, le caractère populaire pourrait se perdre. Donc, quelle sera ici la part d'imaginaire préservé? Peut-on préserver l'âme d'un quartier en tentant d'uniformiser l'urbanisme? C'est une question à se poser, je pense qu'on ne peut pas trop savoir avant d'en voir les résultats. Donc sur la mobilité maintenant, je me suis intéressée aux différentes façons d'accéder à la ville et aussi de s'y déplacer à l'intérieur. Donc par les airs, le projet Aéroparc à Bordeaux, ça deviendra un pôle d'excellence pour l'aéronautique en matière surtout de défense, puisque à Bordeaux c'est notre spécialité. L'aéroport de Bordeaux-Mérignac se développe aussi, donc ça en fait une porte d'ouverture vers l'international, vers l'Europe. Voilà. On n'oublie pas aussi les projets de laser mégajoule, etc., qui sont liés à l'aéronautique défense et qui deviennent quelque chose de central à Bordeaux en termes de recherche, etc. Donc à Nantes aussi, hein, des histoires d'aéroport, il y en a. Bon, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire mes recherches, on n'en est pas encore au point d'aujourd'hui. Donc l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, c'était censé être vraiment l'ouverture de Nantes à l'international, un aéroport d'envergure pour une ville d'envergure. Mais apparemment, ce type d'imaginaire, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, donc à voir. Faudrait être très controversé. Ouais, pardon. C'est vrai que je suis pas encore à jour de mes... Donc, autre mode d'accès à la ville, le chemin de fer. Donc là, j'ai axé sur Bordeaux qui a vraiment un gros projet là-dessus, avec la LGV Paris à bientôt à 2 heures. C'est prévu pour 2017, si je ne me trompe pas, s'il n'y a pas eu de changement. Donc la LGV Bordeaux-Tours permettrait de relier Bordeaux à Paris en 2 heures. C'est le même temps que pour faire Nantes-Paris, ce qui est donc une énorme opportunité pour la métropole bordelaise de se mettre au même niveau que Nantes, alors qu'elle est quand même en termes de distance plus éloignée. C'est combien actuellement? Juste
3 heures, ou 3h30, voilà, environ. 4 heures même des fois, ça dépend. Ouais. En ce moment, il y a des travaux. Voilà. Donc ça, c'est une très grande opportunité pour la métropole bordelaise de se rapprocher de Paris comme ça pour développer des coopérations professionnelles et autres. Donc voilà, autre mode d'accès, la route. Donc j'ai accès aussi un peu sur Bordeaux puisqu'il y a des projets là-dessus. La Roquette sera bientôt intégralement à 2 x 3 voies. Il y a eu un débat relancé sur le grand contournement. Alors la question qu'il ne fallait pas aborder, je crois que M. Juppé l'a abordé récemment en conseil de communauté. Et donc voilà, cette rocade sera bientôt intégralement à 2 x 3 voies. Les travaux entrepris afin de fluidifier le trafic sur cette ceinture périphérique, souvent engorgée. Et le projet de grand contournement de Bordeaux devait être une solution justement afin de désengorger la rocade, des poids lourds et du trafic national qui passe par Bordeaux pour traverser la France. Le problème est que la majorité du trafic sur ce périphérique est un trafic périurbain qui se trouve là tous les jours pour des trajets habitation-travail. Donc ce qui pose problème ici, c'est donc l'étalement urbain et non vraiment le problème de trafic. Donc d'où les projets donc, de plus en plus nombreux de construction de logements à l'intérieur même de Bordeaux pour éviter cet étalement. Donc faut-il à tout prix trouver des solutions pour faciliter le trafic ou limiter les déplacements automobiles nécessaires? Ça revient à l'idée de la voiture centrale. Est-ce qu'il faut continuer à garder ce modèle-là ou est-ce qu'il faut trouver de nouveaux moyens de se déplacer en ville sans voiture? Et donc, voilà. Dernière question sur la mobilité, c'est la mobilité à l'intérieur de la ville. Bordeaux a choisi le tout tram. Bon, il y a toujours des bus évidemment, mais mobilise énormément le tram. Alors Bordeaux a pris le tram en cours de route un peu tard, 2003 contre 1985 pour Nantes qui a été la première à se remettre au tram, la première des grandes villes françaises. Aujourd'hui pourtant elle mise très gros sur ce mode de transport en commun puisqu'elle développe considérablement ses lignes. Aujourd'hui on est à 44 km de lignes, tout comme Nantes qui a commencé ses travaux depuis 1985, donc on a atteint la même longueur de ligne en très peu de temps. Et il y a encore beaucoup de projets de prolongement à venir, donc on n'a pas fini de continuer. Voilà. Et Nantes, par contre, en revanche, opte pour un combiné urbain tram plus bus en site propre, comme ils les appellent. Ce sont des bus qui circulent dans la ville, mais à l'intérieur de couloirs qui leur sont destinés et prioritaires sur la circulation des voitures. Donc voilà pour ce qui était des prospectives matérielles. Donc passons maintenant aux prospectives immatérielles, le futur à imaginer. Donc voilà, on commencera par la culture, une culture pour attirer les nouveaux arrivants et pour faire vivre la ville. Alors Nantes développe son quartier de la création sur l'île de Nantes, comme j'en avais parlé. C'est un projet vraiment qui vise à mettre en réseau les acteurs culturels. Nantes et la culture, c'est une longue histoire avec son éléphant des machines de Lille, ses spectacles de rue de la Compagnie Royale de Luxe, sa folle journée qui s'exporte dans le monde entier. Elle a fait ses preuves en la matière et aujourd'hui elle développe son quartier de la création sur l'île de Nantes pour mettre la culture au cœur de la ville. C'est pas innocent comme choix. Ça la met donc au centre de la ville et au centre de la politique nantaise et de l'imaginaire nantais, la culture. Bordeaux, Bordeaux peut-être trouvera dans les bassins à flot un lieu similaire. Un des grands projets culturels pour les années à venir, c'est le centre culturel et touristique du vin, qui se trouvera non loin des bassins à flot, donc ça serait en toute logique, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas un projet aussi avant-gardiste que ce qui se passe à Nantes. Faire un musée faire un centre culturel sur le vin à Bordeaux, c'est ma foi quelque chose de. en même temps, il y en a pas réellement aujourd'hui un qui existe et ça paraît comme une nécessité aussi de reconnaître ses qualités patrimoniales et ce qui fait venir des gens sur la ville. Donc sur maintenant l'ambition européenne, métropole millionnaire, rayonnement européen, attractivité économique, ce sont les enjeux des métropoles de demain, pour Nantes comme pour Bordeaux. Donc à Bordeaux on parle de la métropole des 5 sens, en parlant de la métropole solidaire, stimulante, sobre, sensible et singulière. Solidaire parce qu'elle rapprocherait les hommes et les espaces,
La métropole devrait favoriser l'entraide, le partage et la mise en commun. Stimulante parce qu'elle doit donner à chacun, par la multiplicité des ressources qu'elle offre, l'envie et les moyens d'apprendre, d'agir et de créer. Sobre puisqu'elle doit s'assurer de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, lutter contre le réchauffement climatique, s'occuper des préoccupations de santé publique, afin de se montrer dès à présent plus économe dans sa consommation énergétique et moins polluante dans son fonctionnement. Sensible parce qu'elle doit prendre soin de son environnement, sensoriel, et parce que la qualité et la diversité des ambiances urbaines construisent notre vie quotidienne, parce que les sensations et les expressions esthétiques construisent notre humanité. Ça, je l'ai pris de chez eux, c'est leur propos. Donc ça prouve bien que quand même, ils s'intéressent aux mêmes choses qu'on s'intéresse, auxquelles on s'intéresse. Mais est-ce qu'ils pourraient le mettre en œuvre? Voilà. Et singulière parce que solidaire, stimulante et sobre et sensible, elle doit également être singulière, c'est-à-dire qu'elle ne devra pas être une métropole parmi d'autres, une métropole comme les autres, mais avoir son identité à elle, son caractère propre, qui fera son cachet et sera sa marque de fabrique. Donc ça m'intéresse sur des problématiques de communication publique, comment valoriser son imaginaire propre et sa singularité pour s'adresser à son public. À Nantes, on utilise d'autres mots-clés, mais grosso modo, c'est les mêmes objectifs, c'est les mêmes idéaux, on peut dire. Cohésion sociale, proximité, ouverture au monde et créativité. Et toujours ce désir d'être une métropole millionnaire en 2030, donc même échéance, même objectif final. Sur la politique, j'avais noté au début les hommes politiques, séduction, relations à distance et désillusion. Puisque Jean-Marc Ayrault aujourd'hui c'est la relation à distance, Vincent Feltès la séduction. Bon. Alors Vincent Feltès convoite le Palais Rohan, la mairie de Bordeaux, pour ceux qui ne savent pas. Vincent Feltès, président de la communauté urbaine, fait son bonhomme de chemin. Élu communautaire en tant que maire de Blanquefort, il vient de quitter ce poste pour accepter d'être député de la 2e circonscription de Bordeaux, suppléant à Michel Delaunay qui a été nommé ministre, délégué auprès de la ministre de la Santé. Donc c'était un pas de plus vers la mairie de Bordeaux, même si cela ne semble pas si facile de déloger l'ancien Premier ministre. C'est à pas de loup, il se rapproche. Comme on disait tout à l'heure, les élections municipales sont l'objectif. Et Jean-Marc Ayrault qui a déserté Nantes pour Matignon. Bon, les Nantais, je ne sais pas comment ils se sentent aujourd'hui, mais son âme plane évidemment sur Nantes. Les projets qui continuent à être menés sont les siens. Il pleut sur Nantes. Il pleut sur Nantes. Il plane, c'est encore l'aéroport. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Alors en termes d'institutions, donc dans l'ambition métropolitaine, comme je le disais, les communautés urbaines affirment de plus en plus leur rôle clé. Ce sont des jeunes institutions comparativement aux mairies, aux conseils généraux, etc. Ces jeunes institutions, donc longtemps méconnues du public et toujours, je pense, assez méconnues, gagnent tout de même progressivement en légitimité et on commence à percevoir le fait que l'avenir de la ville, comme métropole, ne se fera pas sans elles. C'est évident. Et on peut distinguer, peut-on distinguer une différence entre une métropole construite avec une ville et une intercommunalité en adéquation politique, comme à Nantes, même équipe évidemment, travaillant main dans la main, et une métropole qui doit faire face à des divergences, ville-centre, intercommunalité, ne partageant pas toujours les mêmes objectifs. Est-ce que ça peut créer des différences dans la facilité d'avancer vers demain? Donc un petit passage sur le sport qui pour moi je pense est fédérateur et facteur d'imaginaire. Donc le sport, voilà, ça c'était surtout avant. Hein. C'est vrai qu'à Bordeaux comme à Nantes, il y a eu des moments où le sport avait plus d'importance avec des équipes qui étaient porteuses d'un imaginaire très fort. Bon, je passe. Hein. On va pas s'éterniser là-dessus, c'est trop triste. Qui gagnait en fait. Qui gagnait, enfin c'est ça. À Bordeaux, ils sont du 3e. Alors, Bordeaux aujourd'hui a fait quand même le choix de perpétuer sa tradition sportive en soutenant le football avant tout. Le projet du grand stade inscrit le sport au centre des prospectives. Voilà. Cette construction était une condition sine qua non à l'accueil de l'Euro 2016 que Bordeaux a en effet souhaité tenir. Évidemment, un tel projet n'est pas sans conséquence sur le reste des projets que l'on peut mener et sur l'importance que l'on donne au sport dans la ville.
Il y a aussi la possible relocalisation de l'UBB au stade Chaban-Delmas, qui mettrait donc le rugby depuis quelques années reprend ses lettres de noblesse dans la capitale du Sud-Ouest. Et on évoque la possibilité donc de les installer à Chaban-Delmas, un projet qui mettrait le rugby au cœur de la cité et le football qui s'éloignerait vers l'extérieur. Je ne sais pas si ça peut avoir une conséquence. Alors Nantes a un petit peu abandonné le sport à grande échelle. Hein. Bon, ça va peut-être revenir, on garde espoir. Et aujourd'hui, elle investit plutôt dans les sports moins médiatisés mais prometteurs comme le handball, le volleyball peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, elle a refusé, elle, en l'occurrence, de soutenir les infrastructures pour l'Euro 2016 et de construire un nouveau stade. Donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est évidemment une nécessité pour s'inscrire comme une métropole de demain. Nantes a toujours été quand même pionnière sur ce domaine-là. Voilà, j'ai mis quelques illustrations. Atlampol, c'est la Technopole, le centre européen d'entreprise et d'innovation de Nantes, Atlantique, incubateur régional des Pays de la Loire, qui ont plusieurs axes d'excellence, dont les biothérapies par exemple, mais surtout les innovations digitales. Voilà. Il y a la cantine numérique de la ville de Nantes qui a ouvert ses portes fin 2010, je crois. Ce lieu d'échange et d'innovation se veut la vitrine de l'économie numérique métropolitaine. Lors de son inauguration, Jean-Marc Ayrault a annoncé aussi la libération des données publiques, donc ça va de pair. Et Nantes 2.30, c'est nouveau média, nouveau réseau numérique, qui a été publié par le Conseil de développement de la métropole nantaise. Puisque c'est vrai que Nantes aussi axe beaucoup sur les nouveaux médias citoyens, avec un groupement qui s'appelle Média 2030. Donc on voit qu'elle va vers une nouvelle phase du numérique, une nouvelle phase de son développement, allant vers le citoyen, mais mettant entre ses mains les possibilités d'agir avec le numérique. Donc Bordeaux rattrape son relatif retard qui n'est pas non plus... qui est relatif. Donc avec AEC, Aquitaine Europe Communication, c'est un peu l'équivalent de Atlampol à Nantes. Agence Aquitaine des initiatives numériques, qui existe depuis 15 ans, son auberge numérique, pépinière d'entrepreneurs, incubateur, lieu propice à l'émergence d'innovation, favorise la rencontre entre acteurs du numérique et la création de business pour les entreprises locales. Ça se trouve à Bacalan. Le Node, c'est un peu similaire à l'auberge numérique, mais à l'initiative de la ville de Bordeaux. Ça se trouve là, au cœur du vieux Bordeaux, à Saint-Pierre. Donc la semaine digitale, ça c'est une manifestation tout public pour démocratiser le numérique. On peut voir ici une espèce de schéma de segmentation. Donc on voit pas en haut, il y a marqué senior, junior en bas, geek et traditionnel. Et selon en fait les orientations de chacun, chaque événement qui pouvait intéresser ces publics. Donc si vous êtes plutôt senior et geek, il y a l'Académie des seniors. Si vous êtes plutôt senior traditionnel, une balade QR code dans la ville pour se balader en se servant du numérique. Donc voilà, l'open data aussi important sur Bordeaux. La CUP s'implique très fortement dans le mouvement de l'open data, permettant le développement de nombreuses applications à destination des usagers, pour peut-être à terme inventer de nouveaux modes de participation citoyenne. Par ces différentes initiatives, Bordeaux montre qu'elle est prête à relever le défi du numérique. Voilà, donc on en a fini avec ce parcours à travers Nantes et Bordeaux. C'est vrai que, pour conclure, je dirais que la recherche de la ville spécifique implique de ces villes-là, justement, qu'elles fassent des choix, les bons choix, ceux qui valoriseront leur imaginaire singulier. Il s'agit de conserver le patrimoine architectural en le laissant aussi vivre dans son époque et en l'adaptant aux besoins actuels et futurs. Aujourd'hui, spécialisée en master de communication publique et politique, le but était pour moi aussi d'intégrer cette réflexion dans une perspective communicationnelle. Et à l'issue de ce travail, les pistes de communication publique qui peuvent être dégagées sont à mon avis nombreuses, mais restent à être approfondies. Parce que je pense que l'imaginaire est vraiment à valoriser dans la quête de création d'un sentiment d'appartenance au territoire singulier et d'appropriation de celui-ci. Et en valorisant mieux cet imaginaire, en le faisant partager par les habitants, on pourrait donc faire grandir ce sentiment d'appartenance au territoire et par là même une plus intense participation des citoyens dans la vie de la cité et dans l'esprit de construire ensemble le devenir d'une ville singulière.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.